On arrive sur la séance de rattrapage sur le baromètre Voltaire. Alors, qu'est-ce que ce baromètre Voltaire, Sandrine Cantalès? Tu veux que j'explique le baromètre Alors, en général si tu veux. Non, d'accord. Oui, tu fasses une comment petite synthèse, quoi. Ouais. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, juste un petit mot sur la manière dont nous avons réalisé ce baromètre. En fait, nous nous sommes basés sur un échantillon de 84 règles communes à tous les utilisateurs du projet Voltaire, donc des collégiens aux salariés, en passant par les lycéens et les étudiants. Alors pour celles et ceux qui connaissent bien le programme d'entraînement, ces 84 règles sont issues des 140 règles du module supérieur. Donc elles permettent d'éviter les fautes dans les communications courantes. Il n'y a pas de piège particulier ni de subtilité. Par exemple, distinguer A avec accent la préposition de A sans accent le verbe avoir. Est-ce qu'il y a un N ou deux N impersonnels? Est-ce qu'on écrit mange avec un S ou sans S à l'impératif? Donc autrement dit, dans les populations que nous avons étudiées, se sont entraînées sur les mêmes règles, qui sont des règles de base de l'orthographe. Enfin, se sont entraînés ou pas? Oui. On fait en tout cas un diagnostic. Ouais, ça a été testé là-dessus. Alors la première partie de l'étude porte sur le niveau d'orthographe des Français aujourd'hui, par comparaison avec 2010. Comment l'a-t-on calculé? Eh bien, en faisant la moyenne du pourcentage de règles maîtrisées, donc avant de s'entraîner au projet Voltaire. C'est-à-dire que nous avons pris en compte le niveau initial de l'utilisateur sans qu'il ait eu encore la possibilité de progresser. Donc que remarque-t-on? Eh bien qu'aujourd'hui les Français maîtrisent 45% des règles d'orthographe, donc de nos 84 règles de notre référentiel, et ils ont maîtrisé 51% en 2010. Donc il y a bien eu une baisse de niveau en 5 ans de 6 points. Alors on s'est amusé à ramener le résultat sur 20 pour obtenir une note, comme à l'école. Et on se rend compte que cette note était légèrement supérieure à la moyenne en 2010, 10,13 sur 20, et qu'aujourd'hui elle est en deçà de la moyenne à 9,08 sur 20. Alors on a essayé de comprendre à quoi était due cette baisse en distinguant les règles grammaticales des règles lexicales. Alors en 2 mots, l'orthographe grammaticale fait appel à des règles, il nécessite d'analyser la phrase, par exemple pour conjuguer un verbe, accorder un adjectif ou un participe passé, alors que l'orthographe lexicale nécessite de savoir écrire un mot tel qu'il figure dans le dictionnaire, donc indépendamment de son environnement. Par exemple, développement, on prendra toujours de P, qu'il soit au singulier ou au pluriel. Donc le grammatical est censé être plus difficile que le lexical. Et on remarque que c'est le niveau grammatical, c'est la baisse du niveau grammatical qui a fait chuter le niveau général. Donc le niveau lexical a aussi diminué, mais dans une moindre mesure. Donc en conclusion, les Français ont été meilleurs en grammaire il y a 5 ans. Aujourd'hui, le niveau grammatical et lexical est à peu près identique. Voilà pour le niveau général. Ensuite, on a élaboré une sorte de carte de France de l'orthographe. Donc cette fois-ci, en faisant la moyenne des résultats obtenus au certificat Voltaire par département depuis 2010. Et que constate-t-on? Eh bien que l'Ariège, c'est l'Ariège qui obtient le meilleur score, 662. Alors il faut se référer à notre baromètre, notre barème, mais vous le connaissez déjà. Donc 662 points, on avoisine les 700 points, ce qui atteste une très bonne maîtrise en français. Donc l'Ariège obtient le meilleur score, suivi de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. On remarque que ces 3 départements ont la particularité d'être dans le sud-ouest. Mais ce n'est pas tout, le sud-ouest se distingue très nettement du classement, puisqu'il y a quand même 9 départements du sud-ouest qui sont parmi les 14 premiers. C'est l'alimentation. On va disserter sur les explications. Alors, on s'est amusé également à comparer des départements qu'on a l'habitude d'opposer. Alors, par exemple, Paris et les Bouches-du-Rhône. Alors, à votre avis, qui sont les meilleurs? Les Parisiens ou les Marseillais? Ah, voilà, là, c'est au certificat Voltaire. Alors, effectivement, j'entends Paris, oui, ce sont les Parisiens qui sont légèrement meilleurs que les Marseillais. Ils sont 50e du classement et les Marseillais sont 76e. Mais avec une différence de score qui n'est pas énorme. Les Parisiens ont un score moyen de 499 et les Marseillais de 445.
Alors au niveau des régions, c'est évidemment le sud-ouest qui se démarque, avec le Languedoc-Roussillon et le Midi-Pyrénées, respectivement en première et troisième position. Et au milieu, il y a la Bourgogne. Et si on s'amuse ici aussi à comparer les scores de certaines régions, on remarque que les Normands sont meilleurs que les Bretons. Alors, nous devons ce matin essayer d'esquisser une explication sur la suprématie des Normands. Alors, on remarque enfin que les départements, on a parlé des meilleurs, les départements et les régions qui ont obtenu les scores moyens les plus bas au certificat Voltaire sont plutôt situés dans le nord et dans l'est de la France. Alors, il faut quand même être prudent avec ces résultats parce que dans certains départements, les organismes ont présenté des candidats qui sont plutôt issus de filières universitaires, Bac plus 4, Bac plus 5, ils ont une vision plus élitiste, entre guillemets, du certificat, alors qu'il y a d'autres départements qui vont présenter plutôt des candidats issus de filières techniques ou professionnelles. Donc, signe que le certificat Voltaire se démocratise, s'ouvre, ce qui veut dire qu'un score faible n'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire. Ouais. C'est vrai qu'on ne peut pas extrapoler aussi simplement en se disant les résultats qu'on a ici sont symptomatiques d'un niveau plus élevé en orthographe dans une région ou dans une autre. Non, ce qu'on peut juste constater, c'est que les scores obtenus au certificat Voltaire sont plus élevés dans une région que dans l'autre. Et après, il faudra analyser plus profondément pour savoir quels sont les candidats qui sont poussés au certificat Voltaire. Peut-être que dans une région, on pousse des filières plus techniques, dans une autre région, on va pousser des filières plus élitistes. S'il peut expliquer cela. Alors ensuite, on s'est demandé si le niveau d'orthographe des Français s'améliorait au fil de la scolarité. Alors on pourrait dire au fil du temps, en prenant de l'âge. La réponse est oui. Alors, c'est un score qui n'est pas très surprenant, mais c'est rassurant quand même. Alors bien sûr, c'est pas parce que le niveau progresse qu'il est élevé à chaque étape du cursus. C'est pas ce qu'on dit. Au contraire, les collégiens maîtrisent 26% des règles, donc toujours les règles de notre référentiel, les lycéens 35,5% et les étudiants 43%. En fait, il faut attendre d'entrer dans la vie active pour franchir la barre des 50%. Aujourd'hui, les salariés maîtrisent 54% des règles d'orthographe. Alors ici aussi, on a ramené les résultats sur 20 pour vous donner une idée des moyennes. Au collège, les collégiens obtiennent 5,22 sur 20, les lycéens 6,9 sur 20, les étudiants 8,76 et les salariés 10,78 sur 20. Donc ici, il n'y a pas de distinction particulière entre les règles grammaticales et les règles lexicales. Du collège à l'entreprise, on commet à peu près autant d'erreurs grammaticales que lexicales. Alors on arrive à la fameuse question, qui sont meilleurs en orthographe, les hommes ou les femmes? Effectivement, ce sont les femmes. En fait, elles maîtrisent 48% des règles d'orthographe contre 43% pour les hommes. La différence n'est pas énorme, mais il y a quand même une différence. Alors, à noter tout de même que la baisse de niveau entre 2010 et aujourd'hui a été plus marquée chez les femmes que chez les hommes. Elles ont perdu 5 points, donc en 5 ans, contre 2 points pour les hommes. Puisque en 2010, elles maîtrisaient 53% de ces règles et les hommes 45%. Donc aujourd'hui, effectivement, elles sont meilleures, mais si la tendance se poursuit, elles pourraient, vous demanderez pour combien de temps encore elles seront meilleures que les hommes. Et alors, au niveau du cursus, il n'y a pas de surprise, les femmes restent meilleures que les hommes tout au long du cursus, donc du collège à l'entreprise. Alors, il faut quand même rendre justice aux hommes. Il y a quelques règles sur lesquelles les hommes semblent meilleurs. Alors c'est vrai que l'écart est très infime, c'est pas très significatif, mais bon, il faut quand même le signaler. Alors notamment, ils sont meilleurs sur la construction du verbe aller, donc avec l'auxiliaire être. Donc, je suis allé et non j'ai été. Là, les hommes maîtrisent un petit peu mieux que les femmes. Alors pourquoi? Parce que, je sais pas, dans le mouvement. Donc voilà pour les différences hommes-femmes. Et on arrive à la dernière partie de l'étude, la difficulté des règles. Alors on a voulu mesurer le niveau de difficulté des règles d'orthographe, et pour ça on a comptabilisé le nombre moyen d'exercices nécessaires à l'acquisition d'une règle. Plus ce nombre est élevé, plus une règle est considérée comme difficile. Alors les règles les plus faciles sont mémorisées après, on va dire, 2 exercices, et ce sont essentiellement des règles lexicales. Pas de surprise, ça corrobore ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, l'orthographe de langage, sans U en français, et celle de développement avec un L et 2 P, ça fait partie des règles lexicales les plus faciles à retenir.
Les règles les plus difficiles, en revanche, ont nécessité entre 6 et 15 exercices pour être maîtrisées. Et ce sont toutes des règles grammaticales. Alors, la bête noire des Français, c'est l'accord du participe passé. Puisque même conjugué avec l'auxiliaire être, moi par exemple si je dis je suis allé, on fait mettre EE à la fin, même ça demande en moyenne 7 exercices pour être maîtrisé. Et alors lorsqu'il est suivi d'un infinitif, là c'est la catastrophe, il faut en moyenne 15 exercices pour maîtriser donc, la règle d'accord du participe passé suivi d'un infinitif. Et l'exemple qu'on donne dans l'entraînement, c'est les enfants que j'ai entendus crier. Donc il faut savoir s'il faut accorder entendu. 15 exercices pour venir à bout de cette règle. Alors il y a d'autres règles qui sont difficiles, parmi les plus difficiles. Le choix entre l'indicatif et le conditionnel. Il faut presque 10 exercices pour maîtriser cette règle. Et puis, alors plus surprenant, l'accord de l'adjectif qualificatif. Plus de 8 exercices sont nécessaires pour le maîtriser. Alors vous pensez que ce n'était pas forcément ce qui était le plus difficile, mais bon, sûrement peut-être plus de l'inattention qu'une réelle faute de maîtrise, mais voilà. Et aussi l'accord de l'adjectif qualificatif. Voilà pour les résultats, j'ai speedé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il est prévu un moment, j'ai bien entendu la difficulté de faire vraiment un baromètre qui prenne en compte... Donc j'ai entendu la difficulté de faire un baromètre qui prenne en compte le niveau de départ des gens qui passent le certificat dans chaque région et donc de rester assez prudent par rapport aux moyennes, mais est-ce qu'il est prévu donc, de faire simplement pour que les étudiants, enfin en l'occurrence, moi ce qui me concerne, je travaille avec des étudiants, puissent se situer simplement par tranche d'âge et par résultat, c'est-à-dire de faire une moyenne à l'échelle nationale par tranche d'âge et par résultat, par score de certificat. Pascal, tu veux répondre ? Oui, ça c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement. D'ailleurs, on l'avait fait en off, on ne l'a pas publié, mais on l'a fait en off. Et ce que ça montre, c'est que plus on avance en âge et plus les scores en certificat Voltaire sont élevés. Ça c'est indéniable. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait publier dans une prochaine édition. C'est juste pour que eux puissent se situer, j'entends votre... C'est pas seulement pour faire un baromètre, c'est pour que les étudiants puissent se situer, se dire voilà, dans ma tranche d'âge, je suis plutôt, vous voyez, c'est plutôt ça. Parce qu'en fait, là, ils peuvent pas le faire parce qu'effectivement, comme vous le dites, les résultats par département, ça veut pas dire grand-chose, parce que déjà c'est tout compris, et qu'en plus, effectivement, en Seine-Saint-Denis, il y a certainement plus de collégiens qui participent, donc forcément, la Seine-Saint-Denis est plutôt dans le bas du tableau. Ouais. Après, c'est vrai que si on veut être plus fin, quelqu'un qui a 20 ans et qui est dans des filières techniques, comment va-t-il se comparer à quelqu'un qui a 20 ans et qui est en nature tout aspect, quoi. Peut-être qu'il faut qu'on soit encore plus fin. Je peux Oui. Non, c'est quand même assez... Enfin, je vais y revenir dans un instant, mais c'est quand même très étonnant cette élévation du niveau... parce que finalement, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que moins on a de contact avec l'orthographe, meilleur on devient. Et je veux dire que dans l'éducation nationale, le seul moment où on apprend l'orthographe, je dirais, c'est jusqu'à la 3e, c'est-à-dire jusqu'au collège. À partir du brevet des collèges, plus de leçons d'orthographe, ni de leçons de grammaire de façon constituée. J'en sais quelque chose, j'étais professeur de second cycle. Après, on fait on essaie de faire un peu de littérature, etc. On n'en fait plus du tout. Et après, naturellement, quand on entre dans la vie active, a priori, également de moins en moins. C'est-à-dire que finalement, c'est peut-être une reconnaissance d'échec pour l'enseignement de l'orthographe, on est d'autant plus mauvais au moment où on devrait justement profiter de l'enseignement qu'on vous dispense. Alors, est-ce que ça ne voudrait pas dire tout simplement aussi, c'est peut-être une autre façon d'interpréter les chiffres, qu'on commence à, je dirais, devenir un peu moins mauvais au moment où on comprend l'utilité, je dirais, du phénomène.
Je veux dire que, bon, peut-être que les salariés dont vous parliez tout à l'heure commencent à se rendre compte qu'ils se font un petit peu taper sur les doigts ou qu'ils ont un petit peu de mal, je dirais, à trouver un emploi pour les raisons que nous avons soulevées tout à l'heure, alors que les enfants, dans le cadre, je dirais, scolaire, se disent, bon, au fond, finalement, à quoi ça sert? Donc, vous voyez, il y aurait peut-être une autre, parce que moi, personnellement, je suis assez surpris de voir que les collégiens sont plus mauvais que les lycéens. Est-ce que ça ne voudrait pas dire non plus qu'entre le lycée, enfin, entre le collège et le lycée, il y a eu un écrémage? Parce que vous savez très bien qu'avant la troisième, on laisse de côté, je dirais, un nombre impressionnant d'élèves, enfin impressionnant, de moins en moins impressionnant, dira mon collègue. Mais est-ce que ça ne vient pas aussi un peu de ça? Donc il y aurait peut-être à, je dirais, réfléchir à la signification de vos chiffres, dont je ne conteste nullement, naturellement, la maturité cérébrale, hein. Aussi, ça peut jouer. Alors après, c'est vrai que l'apprentissage du français s'arrête, mais continue à y être exposé. Hein. On espère qu'on continue aussi à lire, même sur Internet, bon, après, il y a pour le pire et pour le meilleur, mais enfin, on continue à pratiquer. Donc. Ouais, il y a une exposition à la langue française qui... Oui, mais comme vous dites, l'exposition sur Internet, je ne suis pas certain que ce soit toujours... On pratique quand même... Je ne parle pas de tout site, bien entendu, je parle en général. Je me demande s'il n'y a pas plus à perdre quelquefois qu'à gagner et à aller traîner sur certains sites d'Internet. Bon, enfin bon. Oui. D'abord, en tant qu'école, je voudrais vraiment vous remercier pour ce baromètre, parce que ça nous donne, nous on est un peu dans notre îlot, entre guillemets, et ça nous donne vraiment des points de comparaison par rapport à nos étudiants. Le seul tout petit bémol que je mettrais, effectivement, c'est quand vous utilisez le terme générique de français, parce que finalement, contrairement à un sondage significatif par rapport à la population, quand on prend 1000 personnes, etc., ça ne concerne que ceux qui ont participé à la démarche et qui ont effectué la certification Voltaire. Donc quand on dit le niveau des Français, il faut faire attention aux termes que l'on emploie quand même. Donc le certificat Voltaire ne concerne que la partie géographique. Et c'est pour ça que j'ai apporté un bémol tout à l'heure sur cette partie-là, parce que pour moi, elle est sujette à caution. Le reste ne l'est pas. Le reste, on est sur des populations massives, sur des milliers et des milliers de collégiens, de lycéens, d'étudiants, à qui on n'a rien demandé, c'est-à-dire on leur a imposé, c'est un peu comme à une époque, quand j'étais plus jeune, il y avait les 3 jours, on ne demandait pas notre avis, on allait aux 3 jours, et là on mesurait, etc. Donc tous les jeunes hommes partaient aux 3 jours, ça permettait de faire des statistiques sur la population masculine française. Là, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de collaborateurs et d'élèves et d'étudiants qui sont passés au crible du projet Voltaire sans sélection. Il n'y a pas de sélection. Donc, c'est représentatif de la population française, en tout cas de cette population-là. Si on disait est-ce que c'est représentatif du 3e âge, etc., certainement pas. Mais en tout cas de cette population de 12-13 ans jusqu'à 25 ans, c'est tout à fait représentatif. Juste ajouter quelque chose. Après, les sondages qui essayent de déterminer le niveau des Français, il me semble que c'est souvent basé sur le déclaratif. On demande aux gens est-ce que vous êtes bon ou pas en orthographe. Je ne suis pas sûre que ce soit très révélateur de la réalité. C'est ce qu'on pense être, et souvent en plus on se surestime, on a tendance à surestimer son niveau. Là, au moins, les personnes ont été jugées vraiment sur pièce. Enfin, c'est pas sur le déclaratif. Merci beaucoup. Je voulais encore faire une remarque. Avant, on avait dit, de façon tout à fait correcte, je crois que M. Devel l'a dit, que l'apprentissage de la langue française, c'est une chose, et puis l'importance qu'on accorde par après à la correction de la langue française, c'est encore autre chose. Et c'est justement par cette importance que les gens comprennent le sens de ce qu'ils ont appris antérieurement. De façon empirique, je vais vous dire un peu ce que M. Faber et moi-même, on remarque au Luxembourg au niveau de la formation des futurs enseignants de français. Moi, j'organise ces formations depuis à peu près 10 ans. M. Faber depuis bien plus longtemps parce que j'ai été son stagiaire. Et depuis 5 ans, on remarque de façon récurrente que des productions de stagiaires, donc de futurs professeurs de français au Luxembourg, sont recalées non pour cause de déficience pédagogique ou didactique, ce qui en fait est le but de leur formation, mais pour des raisons purement linguistiques. Mauvais choix de vocabulaire, faute de langue, etc., etc.
Et donc, on se rend compte que toutes ces personnes ont quand même une maîtrise, le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent en lettres modernes. Et donc, si j'entends que les professeurs qui corrigent le bac, on leur dit, oui, ben voilà, la correction de la langue, c'est uniquement 2 sur 20. Au Luxembourg, maintenant, pour le pire des cas, c'est 1/3 de la note. Hein, et encore, ça a été beaucoup stigmatisé par les enseignants de français. Et donc, je crois je me demande s'il n'y a pas aussi un vrai problème au niveau de l'université en France. Parce que depuis 5 ans, on a, de façon récurrente, des futurs enseignants de français qui ne maîtrisent plus la finesse de la langue française. Et je crois que, même au niveau des universités, cette priorité-là n'est plus placée de façon tout à fait correcte. Je ne sais pas. Mais c'est une possibilité. Il faudrait creuser. Okay.